première question est toute simple. C'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que ça a l'objectif de reproduire l'intelligence humaine, voire, ouvrons la boîte à fantasmes, de la dépasser? Voilà. Est-ce qu'on peut définir où commence et peut-être où s'arrête? En tout cas, c'est quoi l'intelligence artificielle? Deux projets distincts. Il y a un projet ancien qui date des années 50, pour lequel l'intelligence artificielle, c'est essentiellement la reproduction de toutes les fonctions qui sont les fonctions humaines. Donc les fonctions humaines, et ce qu'on avait en tête à partir de 56, c'est d'avoir des fonctions qu'on va dire fonctions de haut niveau, donc la capacité de raisonnement, donc on va avoir des applications comme jouer aux échecs, jouer au Go, etc. Éventuellement, de manière plus étendue, mais on considère toujours que c'est des fonctions spécifiquement humaines, comme la capacité de parler, donc de produire du langage, d'écrire, donc de produire de la communication de haut niveau. Donc ça, c'est le premier projet. On est en train de sortir d'un des hivers de l'intelligence artificielle, puisqu'on n'utilisait plus le terme, en gros, depuis 1995. En fait, on a arrêté d'utiliser le mot intelligence artificielle de 1995 à 2012 à peu près. Et maintenant, on le réutilise. Donc cette première définition des fonctions de haut niveau. Et puis, il y a une deuxième définition. Et là, l'idée, c'est toutes les fonctionnalités, on va essayer de les reproduire de manière artificielle. On va essayer de les combiner. Donc qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalités qui ne sont pas spécifiquement humaines? Et tout ce qui va être lié à la perception, c'est pas forcément de l'intelligence de haut niveau. Alors on va regarder les cinq sens. La vision, le goût, l'odorat, etc. Donc, il y a eu des avancées récentes assez fulgurantes en matière de vision. C'est pour ça qu'on s'est mis à reparler d'intelligence artificielle. Mais on a en tête, quand on est dans cette logique-là, c'est toute la cognition et notamment la perception. La perception, les cinq sens. Et donc ça veut dire qu'on sait déjà qu'on va avoir un travail qui sera fait dans les prochaines années, et qui est déjà en cours dans certains labos, autour de l'odorat, autour du toucher, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est émotion. Donc on va essayer de reproduire ou de détecter les émotions. Donc détecter les émotions, détecter la peur, détecter l'angoisse, et là, c'est pas seulement jouer aux échecs. En ayant des vues caméra, mais sur la vision, sur un visage, en regardant l'iris, en regardant les traits du visage, être capable d'identifier que cette personne elle est dans une phase d'angoisse, de peur, etc. Et ce sont toutes les fonctionnalités qu'on envisage, notamment les fonctionnalités sociales. On a travaillé sur les problématiques d'influence. Concrètement, on a fait un modèle de l'effondrement de l'Allemagne de l'Est, donc la chute du mur de Berlin. Et si vous vous souvenez, il y avait des échanges de ville à ville avec de la diffusion d'informations, des gens qui manifestaient devant les églises, c'était dans les églises qu'avaient lieu ces événements qui étaient politiques, et des informations, notamment des informations qui venaient de Berlin-Ouest par les radios. Et donc il y avait plusieurs niveaux à étage d'échange d'informations, des informations locales entre des personnes qui se rencontraient tous les lundis devant telle église, des informations de ville à ville, parce que les réunions n'avaient pas lieu au même moment, aux mêmes endroits, et les gens, bon, c'est pas très grand, donc les gens se déplaçaient de ville à ville, donc on ne pouvait pas l'empêcher, et des informations d'un troisième niveau qui venaient homogénéiser l'information sur l'ensemble du dispositif, notamment avec les radios d'Allemagne de l'Ouest. On a fait des modèles de ça, et on s'est rendu compte qu'en fait, en ayant une modélisation simplissime, c'est-à-dire je vais utiliser les mots agent, au sens où on a un acteur, un petit acteur, qui va voter pour telle ou telle personne, qui va avoir tel ou tel avis, mais donc on a juste un paramètre simplissime et des effets d'influence, on va constater qu'on peut modéliser assez facilement des comportements collectifs. Mais on a des modèles de ce genre-là, par exemple, pour les votes. Le modèle dit du voteur, où on peut savoir où influencer, sur qui il faut agir, pour diffuser des informations et ensuite modifier le résultat d'un vote collectif. Aujourd'hui, quand on raconte cette histoire, souvent on parle de 1956, McCarthy, etc., où on s'est rendu compte qu'on pouvait faire avec des machines peut-être des fonctions qui ne sont pas juste du calcul simple.
Et donc il y a eu tous ces objectifs autour notamment des jeux, mais pas que, hein, puisqu'on a des gens comme Marilène, ouais, c'est là, je commence à donner des noms, 62, où on veut reproduire le langage humain, l'identifier, etc. On a une deuxième période très importante, donc autour des années 80, où ça va revenir pendant une dizaine d'années, 10-15 ans à peu près. C'est la période où on a eu notamment des systèmes experts, où on est revenu sur les réseaux de neurones, et il y a eu de nouveau un hiver, et depuis 2012, on revient notamment sur les outils type réseau de neurones. Là, j'ai parlé de 56, donc comme si ça ne faisait que 60 ans qu'on travaillait là-dessus. Alors qu'en fait, quand on reprend l'histoire, les vrais démarrages sont autour de 1899. 1899-1900, je parle des démarrages techniques. Hein. Je ne parle pas de l'idée du golem, etc. Je ne reviens pas sur la machine de Pascal ou les idées qu'on a eues avec Boole, etc. On a tout un ensemble d'autres choses sur la logique. Mais les fondamentaux qui sont dits, est-ce qu'on pourrait... C'est des visions un peu scientistes, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut scientificiser? Est-ce qu'on peut avoir une vision scientiste de l'homme et est-ce qu'on peut faire de l'homme un modèle complet? Est-ce qu'on peut avoir un modèle complet de l'homme? Et donc là, la démarche, dite démarche axiomatique, c'est-à-dire on construit une science avec des axiomes de base, on va vouloir l'étendre à tout, et ça, c'est la démarche de Hilbert qu'on a clairement en 1899. On a 1930, la logique, où on va axiomatiser, et ensuite on va en faire des machines. 1943, en gros, on a les premières machines qui sont très puissantes pour faire ça, calcul balistique, etc. C'est le même moment où on a des réseaux de neurones artificiels. Donc vous voyez, quand on parle des réseaux de neurones, ça fait pas 5 ans. Les modèles de réseaux de neurones simples, ils datent de 1943. C'est-à-dire que, de toute façon, la volonté des scientifiques dans ces questions-là, c'est d'avoir des machines qui vont avoir beaucoup plus de fonctionnalités que simplement la fonctionnalité de résolution des jeux. Hein. C'est avoir des machines qui se réparent elles-mêmes, avoir des programmes qui se programment eux-mêmes, etc. Voilà, donc, quand on pense qu'il y a un débat, j'ai presque envie de dire non, il n'y a pas de débat. Les scientifiques qui sont sérieusement sur ces questions, ils veulent aller là, dans cette direction, et ils iront.